Donc 45 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Donc on prend le temps de nous présenter et après l'objectif c'est de vous donner la parole. Hein. Donc et de pouvoir vous relancer, vous amener des idées si nécessaire. Vas-y. Je commence ? Ouais. Ok. Alors moi je m'appelle Johanna Sakayo. Je suis formatrice, facilitatrice et ingénieure de formation dans un petit laboratoire pédagogique. Je dis petit, mais voilà, on n'est que 3. C'est pour ça. Agnès, Gaëlle et moi. Nous avons créé ce petit laboratoire pédagogique dans l'est du Morbihan, à côté de Questembert, à Rochefort-en-Terre. L'idée de ce laboratoire, il a comme ambition d'accompagner les collectifs à travailler ensemble. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi les accompagner à apprendre ensemble dans les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de l'éducation populaire. Toutes les 3, nous avons eu des expériences diverses et variées dans l'événementiel culturel, l'insertion professionnelle, la création d'activités en économie sociale et solidaire. Et on a voulu mettre en avant d'utiliser notre expérience pour accompagner les collectifs à faire émerger la production de connaissances, de savoir-faire sur leur activité. Donc on utilise pour cela des méthodes actives et la pédagogie visuelle. Donc on fait beaucoup d'accompagnement qui se base sur des espaces où les personnes, grâce au dessin, utilisent le dessin pour partager leur représentation, partager leur idée de comment devrait se structurer leur activité, quels projets ils pourraient mettre en place ensemble. Moi, ce qui m'a intéressée ce matin dans les conversations, c'était pour notamment le tiers-lieu de Concarneau. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui représentent le tiers-lieu de Concarneau, non ? C'était important. Voilà, tiers-lieu de Concarneau. Il arrive. Voilà, c'est ça. Oui, je parlais de vous. Ah, À l'instant où vous arrivez, c'est une coïncidence. Ça tombe bien, je ne sais pas ce que je dois dire. Non. Mais tu t'interrogeais sur le fait que est-ce qu'un tiers-lieu apprenant, quelle place dans le champ de l'éducation et de la formation, quelle légitimité ? Moi, ça m'a fait penser à ça. Et je me disais, bah oui, notre travail, c'est de pouvoir accompagner les personnes à pouvoir effectivement identifier les connaissances, les savoir-faire qui sont en jeu et en enjeu sur leur espace et de pouvoir les accompagner à construire, à concevoir des outils pédagogiques pour accompagner l'apprentissage sur le lieu. Donc voilà un petit peu... de façon très résumée, voilà ce que m'a fait le lien entre ton intervention ce matin et puis notre travail. Et puis peut-être juste ajouter une dernière chose par rapport aux échanges de ce matin. L'enjeu effectivement de pouvoir, pour les tiers-lieux peut-être, de pouvoir identifier la posture pédagogique que vous souhaitez avoir au sein de votre lieu. De votre tiers-lieu apprenant, quelle place ont les participants, les contributeurs au sein de votre lieu, pour pouvoir ensuite dégager les contenus, les méthodes pédagogiques et de ne pas partir à l'inverse. Vous voyez, par exemple, on entend souvent « Ah, tel outil, c'est super, mais pourquoi on l'utilise ? Quelle va être l'utilité, le sens qu'on va donner ?» Ça revient à se poser la question de l'intention pédagogique. Qu'est-ce que le tiers-lieu souhaite quelle relation il a avec l'apprentissage. Voilà. Super, merci. En co-animation, hein, mais on a été mis en relation il y a très peu de temps pour animer cet atelier. Je suis Yannick Raffnel. Je viens là avec plusieurs casquettes. D'abord, la première, c'est celle de remplacer Anne-Cécile Poilvert, qui est la déléguée générale de EdTech Grand Ouest. EdTech Grand Ouest, c'est une association que j'ai créée il y a 4 ans, que j'ai présidée pendant 2 ans, qui est partie sur une histoire. L'histoire de EdTech Grand Ouest, c'est le Learning Show. Le Learning Show, un événement à Rennes que nous avons monté avec une association depuis 6 ans, qui est partie d'un constat que les
les enseignants du sup, les formateurs, ceux qui financent la formation, ceux qui la commandent, ceux qui en bénéficient et les entreprises qui travaillent pour produire des outils dans ce domaine-là, ce qu'on appelle les entreprises EdTech. Tous ces gens-là ne se croisent jamais. Et ce sont des silos très 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 fermés, et les seuls événements qui sont proposés pour chacune des catégories, ce sont des événements commerciaux de type salon, dans lesquels on est là pour vendre du produit. Or, on est parti du constat que c'était essentiel que tous ces acteurs de l'écosystème de l'innovation pédagogique puissent se rencontrer, puissent échanger entre pairs. Pardon. Il n'a pas de micro. Hein. Et que il fallait pour ça inventer un événement qui soit un anti-salon et qui soit un anti-TEDx. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un sur scène qui cause et les autres qui écoutent. Et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et on a inventé le Learning Show sous forme d'ateliers immersifs expérientiels qui se passent une fois par an à Rennes, dans le couvent des Jacobins, pendant un jour et demi. C'est à chaque fois au mois d'octobre. Ça a eu lieu là cette année avec 800 personnes qui viennent de toute la France, même de l'Europe, et vraiment de tout type de catégories. Et en faisant ça, on s'est dit, c'est bien, on fait quelque chose événementiel, un jour par an pour des gens qui viennent de partout, mais sur le territoire. Il faudrait qu'on puisse faire, que ça puisse se faire tout au long de l'année, et pour ça, il faudrait qu'on monte un cluster EdTech Grand Ouest. Alors, le mot cluster, on l'a mis de côté, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, on appelle ça le hub EdTech Grand Ouest. Et donc, ça fonctionne depuis maintenant presque 4 ans. Et ça a un objectif, c'est de faire se rassembler, travailler, échanger ensemble tous ces acteurs qui sont autour de l'innovation pédagogique. Donc, j'en ai eu la présidence pendant 2 ans et j'ai pris la présidence de EdTech France. Alors, EdTech France, c'est complètement autre chose. C'est une association qui a été créée maintenant il y a 4 ans et demi, qui est une association qui rassemble toutes les entreprises qui travaillent dans la EdTech, c'est-à-dire des entreprises qui produisent des outils, des plateformes, des contenus, que ce soit pour l'éducation initiale, que ce soit pour l'enseignement supérieur ou pour la formation professionnelle. En 2 mots, c'est aujourd'hui 460 entreprises, c'est pas loin de 10 000 personnes qui travaillent dans le domaine. Et donc, en tant que président de EdTech France, on est amené à, là encore une fois, à énormément se mettre en lien, monter des consortiums pour les appels à projets, aller à l'international pour pouvoir représenter les entreprises et structurer la filière. Et ça, c'est ce qui m'a aussi amené à travailler de manière très proche avec le Haut Commissariat aux compétences sur l'appel à projet Definum, en amont de Definum pour pouvoir faire le cahier des charges de Definum. Et une des branches de Definum était d'aller dans le dispositif aider à construire des tiers-lieux de formation. On a eu beaucoup d'ateliers ensemble pour définir ce cadre-là, jusqu'à il y a presque maintenant un peu plus d'1 an et demi, construire ce cadre qui a été décidé au niveau du gouvernement d'être descendu sur les régions, et c'est ce qui maintenant prend la forme de Definum. Donc, dans les échanges qu'on peut avoir, donc, moi je peux vraiment vous amener plein d'informations sur tous ces aspects technico-pédagogiques, avec une chose que je lance en préambule, qui est on pense souvent innovation égale techno. Et moi, en tant que président de la Tech France, je dis la techno, elle n'a de sens que si elle vient au service de l'innovation pédagogique. La techno en elle-même ne porte pas l'innovation. En tous les cas, ce n'est pas suffisant. Et c'est un miroir aux alouettes, parce que très souvent, et on l'a tous vécu dans toutes les organisations, les décideurs disent « Ah, on va mettre de l'argent sur la techno ». On achète de l'équipement, on achète des logiciels, on achète du matériel, et il ne se passe rien. Et c'est normal, parce que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que les choses peuvent se passer. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le projet de Definov, c'est au contraire d'aller sur de l'innovation là où ça a du sens, au cœur des pratiques, au cœur des usages, et à ce moment-là, de pouvoir aller utiliser un potentiel extraordinaire qui peut être fourni par
des outils, des innovations technologiques qui sont tout à fait passionnantes, mais qui viennent vraiment au service d'eux et pas du tout en tant que point d'entrée. Là-dessus, on se retrouve bien, il n'y a pas de problème. Une des questions qui se posent pour nous quand on préparait cet atelier, c'était de se dire, on ne vous connaît pas du tout, on ne sait pas du tout quelles sont vos motivations, quels sont votre degré de maturation du projet. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces maintenant 35 minutes qui nous restent? Est-ce que vous voulez nous donner des témoignages de vos préoccupations, de vos questionnements et de répondre à une question qui serait quelles sont les innovations pédagogiques que vous voulez incarner au travers de votre projet de tiers-lieu de formation, de tiers-lieu apprenant, ou est-ce que vous voulez qu'on vous nourrisse en vous amenant des éléments? Alors moi c'est un tiers-lieu sur l'Opariaquer, je m'appelle Jérôme. Et en fait, je suis au démarrage du projet et dans le projet, le collectif a pour but de rentrer dans une démarche d'apprenant. Donc c'est avant de former les futurs participants, futurs adhérents, je pense, moi je suis dans la problématique de former et d'accompagner le collectif qui crée ce tiers-lieu avec moi. D'accord. Donc c'est une mise en abîme de la chose dès le début, de se dire commençons par nous former nous-mêmes et le collectif est déjà créé. D'accord. Okay. Et il accueille déjà du public ou on va commencer là en avril avec un événement. D'accord. Et on cherche un lieu, donc on va pousser des meubles. Ok. Donc une dimension qui est intéressante. Est-ce que d'autres personnes se trouvent dans la même situation? Amandine, à Dornenay, l'association Histopia, tiers-lieu protéiforme, parce qu'on n'a pas non plus un lieu, on a des locaux, mais qui ne s'apparente pas à un grand tiers-lieu. Les questionnements qu'on a, en fait, on anime beaucoup d'ateliers sur la découverte du milieu marin, parce que notre association est orientée sur la préservation du milieu marin, avec une approche empathique. On n'a pas forcément les études, les compétences dans ce domaine-là, on le fait beaucoup à l'instinct, et aussi en s'inspirant des méthodologies ou des approches pédagogiques qui peuvent exister. Donc c'est comment, deux questions. Et il y a aussi une autre part d'activité à Histopia qui est plus la fabrication, qui s'apparente à un Fab Lab, sans machine à commande numérique. Et là aussi, comment accompagner les personnes, la part de on guide, et on laisse aussi les autres personnes qui savent prendre part à guider les autres, et comment tout ça s'organise. Et pour revenir à la première partie, le questionnement est quelle formation, quels outils, quelles méthodes aujourd'hui existent pour ces approches un peu particulières. Et la légitimité, une difficulté qu'on rencontre avec l'autre animatrice, c'est la difficulté parfois de légitimité auprès on intervient aussi dans le milieu scolaire, dans un cadre quand même assez classique, et du coup c'est parfois difficile d'arriver avec notre approche. Donc comment arriver aussi à faire découvrir et que les personnes s'approprient aussi ces autres approches assez denses peut-être. Ok, intéressant. Moi, je vois un peu ces questionnements-là sur le côté changement de posture par rapport à la formation, enfin les formations qui peuvent aujourd'hui être proposées. Et du coup, on voit bien que la posture dans un tiers-lieu peut être complètement différente. Et du coup, comment on associe ces différentes postures, voilà. Et vers quoi il serait intéressant d'évoluer. Ok, oui, avec cette question sous-tendue qui est, je crois qu'elle a été abordée ce matin, mais je suis arrivé moi simplement à la fin, qui est les tiers-lieux de formation, les tiers-lieux apprenants ne doivent en aucun cas être des annexes des organismes de formation. Si on en revient à ça, c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'on n'a rien compris et qu'on s'est fait avoir par le système. Donc ça, c'est super important. Par contre, d'être amené à travailler avec eux, c'est essentiel, mais en sachant bien ce qui nous différencie. C'est fondamental. D'autres témoignages ou pour un mot pour vous
dire, de là où je parle, je m'appelle Nicolas. Aujourd'hui, je coordonne un écodomaine à valeur de tiers-lieu en Centre-Bretagne, dont la raison d'être est la transmission des transitions. On utilise des postures pédagogiques, on va dire innovantes. On fonctionne en sociocratie et du coup, on place l'apprenant au centre de son apprentissage. Et je rejoins le propos sur les supports pédagogiques et non pas techno, voilà. Pour dire, j'aime bien ce trait d'esprit des mots. Le mot apprendre, il va dans les deux sens. On apprend à et on apprend de. Et je trouve que les tiers-lieux aujourd'hui ont cette facilité à remettre cette innovation, on va dire pédagogique, qui est pour moi à la base de l'éducation populaire. Aujourd'hui, comment on le valorise? Comment est-ce que cette innovation-là qui sort des supports techniques, comment est-ce qu'on les valorise? Voilà. Ok. Vous voulez pas traiter les questions au fur et à mesure? Ça va pas faire beaucoup. Si. Trop ambitieux. Hein? Moi, j'ai pris en note toutes les questions, donc voilà. Je vais essayer de compléter. Peut-être qu'on peut faire une petite pause. C'est pour moi. Attends, mais tu voulais prendre la parole. Mais, Je pourrais la prendre tout à l'heure. Ok. Un des enjeux forts, c'est faire que ces tiers-lieux soient vraiment dans l'esprit des organisations apprenantes. Et à la clé de ça, on est bien dans la question de est-ce que c'est un lieu de transmission ou est-ce que c'est un lieu de développement et de ce fait, de la responsabilité des acteurs qui sont dans le tiers-lieu. Est-ce que on pense que le savoir, il est détenu par certains qui sont identifiés dès le départ et qui sont avec cette étiquette des sachants, avec juste une responsabilité de transmission, et quand on est dans cette posture-là, on est dans quelque chose dans lequel on ne s'intéresse même pas à la compétence, parce que développer de la compétence, c'est pas transmettre, c'est au contraire faire que les gens s'approprient et le mettent en œuvre, ce qui est très très loin de tous les archétypes de la formation et de l'enseignement tel qu'on peut l'avoir subi tout le monde. Parce que c'est non pas s'intéresser au contenu qu'on doit transmettre, chose sur laquelle se précipite tout le monde, c'est-à-dire à chaque fois qu'on parle d'hybridation de la formation par exemple, on est en train de se dire ok, on va aller prendre un contenu de formation qui était sous une forme et on va le mettre sous une autre forme, alors que la question elle est tout à fait ailleurs. Elle est de quelles sont les activités pédagogiques qu'on va proposer qui vont permettre aux personnes de faire, de manipuler, d'utiliser, que ce soit du concept ou de l'outil, hein, peu importe, en tout cas, d'en faire quelque chose. C'est ce qui est porteur de sens et c'est ce qui est ce qu'on appelle l'information, le temps du transfert, le transfert du savoir dans la mise en œuvre. C'est que vous n'avez pas cette connotation d'un lieu de transmission, mais au contraire d'un lieu dans lequel on vient avec du sens, on vient avec des besoins et on va répondre à ça en donnant des activités, alors que j'appelle activités, je vais mettre activité pédagogique dans le sens le plus large, hein, qui va permettre de s'approprier des choses en étant accompagné pour pouvoir le mettre en œuvre. Et quand on dit ça, on est au cœur même de la pédagogie, c'est-à-dire cette notion d'activité, cette notion d'accompagnement, cette notion en plus qui est de faire avec les autres. L'homme est un animal social qui apprend avec et par les autres. Il n'y a que 5% de la population qui est capable d'apprendre seul. Ça, c'est fondamental. Et or, tout ce qui est aujourd'hui mis en œuvre, dès qu'on parle d'innovation, c'est dire, tiens, les gens vont aller se former tout seuls sur Internet, sur l'ordinateur. Ça marche pour 5 personnes, 5% des personnes, celles qui ont ce prérequis de l'autodidaxie. Pour les autres, ils ne peuvent pas apprendre seuls. Et Internet n'a rien changé. Avant, on allait à la bibliothèque, on allait à la FNAC, etc. pour ceux qui avaient cette capacité. Mais pour les autres, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin des autres en tant que groupe, en tant que membre d'un collectif. Et c'est ce que va incarner le tiers-lieu. Et le fait de ne pas être
déjà connotés dans des formats d'éducation, de formation qui ont stigmatisé tous ceux qui n'y trouvent pas leur compte depuis tout le temps, c'est une énorme chance pour vous. Avec cette autre dimension qui est ce qu'on appelle l'apprentissage entre pairs, c'est-à-dire que le savoir, là, si on avait du temps, on pourrait dire là aujourd'hui sur cette thématique-là, travaillons ensemble et vous en savez beaucoup, chacun d'entre vous en sait beaucoup plus que l'un ou l'autre de nous et que notre responsabilité est de vous faire exprimer, d'aller reconnaître, de vous donner les moyens de pouvoir aller valoriser ce que chacun peut apporter. Et ça, c'est vraiment toute une approche pédagogique du peer-to-peer, donc de la formation entre pairs, qui est quelque chose qui s'appuie sur des techniques, qui s'appuie sur des méthodologies d'animation qui sont extrêmement puissantes et qui me semble doivent être vraiment là aussi incarnées par les animateurs des tiers-lieux. Je rebondis effectivement sur cette notion d'animation. Moi, c'est dans mon parcours, je suis devenue ingénieure de formation, mais 10 ans après une pratique d'animatrice et d'espaces d'animation, d'éducation non formelle. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, pour moi, en tout cas, ma définition de l'apprentissage ou de l'apprendre ensemble se faisait par animer des espaces et des temps d'échange entre les personnes. Et je crois beaucoup en ça, et je pense que les tiers-lieux en donnent vraiment, sont en première ligne de cette façon d'apprendre. Et je pense qu'effectivement, quand vous parliez de là où vous en êtes sur votre projet, il faut qu'on se forme à transmettre ou à développer les compétences ou à devenir tiers-lieu apprenant ou comment trouver la méthodologie et les appuis. Voilà, pour moi, tout de suite, j'ai trouvé des appuis dans les connaissances des personnes. C'est-à-dire qu'en créant un espace de confiance où toutes les personnes peuvent identifier leurs compétences et apporter au milieu, le pot commun, leur expérience et leurs connaissances, il se produit quelque chose. Encore faut-il peut-être s'aiguiser dans l'animation des échanges qui vont avoir lieu. Donc moi je pense que pour moi en tout cas, je parle de mon point de vue personnel, il y a eu un processus d'apprendre entre pairs qui s'est créé à partir de ça et à partir de ma posture d'animatrice d'échange, d'apprentissage collectif. Parce que là on parle, mais... Oui, mais ce sera sur notre sujet suivant. C'est pour vous, au contraire, pas servir. Alors peut-être que je peux juste revenir sur une question sur comment valoriser cette approche. Oui, voilà, c'était comment valoriser cette approche. Alors il faut dire que de plus en plus l'éducation, moi j'appelle l'éducation non formelle, donc il y a l'éducation formelle qu'on peut retrouver dans les instituts, des organismes de formation. L'espace du non formel, c'est d'avoir des objectifs, mais un projet peut être un espace où on va apprendre ensemble. Et voilà, il n'y a pas forcément il y a des activités pédagogiques qui vont ou un projet qui va servir de soutien. Pour le valoriser, je pense que c'est hyper important, encore une fois, d'animer des espaces où ensemble on va identifier qu'est-ce qu'on a appris ensemble. Et donc là, je pense qu'effectivement, pour valoriser des approches plutôt non formelles, il faut ensemble prendre le temps et prendre du recul, avoir une posture réflexive sur qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment on peut le défendre. Alors pour revenir en fait sur l'idée de partenariat à la posture, alors Gwenaëlle Robic pour l'association Kenstag en développement d'un organisme de formation dédié à l'éco-construction, réhabilitation du bâti. La question elle viendrait justement sur ce regard du partenariat. Quelle est la posture que doit avoir justement l'organisme? Si le tiers-lieu est à juste titre, et c'est très bien dit, et je suis entièrement d'accord, que le tiers-lieu ne doit pas être une annexe d'un organisme de formation, quelle est justement, suite à cette détection sur le territoire des besoins, donc potentiellement un organisme va être ciblé, c'est-à-dire celui-ci va répondre à des besoins, quelle doit être aussi la posture de l'organisme de formation face au tiers-lieu?
comment il va venir se positionner, comment il va pouvoir entrer justement dans cette capacité, on va dire, à être... alors, pour moi, j'ai plus ou moins déjà une réponse, mais on va dire, pour l'étayer, dans son regard collectif, dans cette possibilité de rentrer dans un moule qui n'est plus un moule, qui était le sien au préalable, qui était très certainement très cadré, formalisé. Je vais répondre à ta question en posant une question en disant qu'est-ce qu'a gagné l'organisme de formation à aller dans cette collaboration et ma réponse, c'est mon début de réponse, parce que je pense qu'il y en a énormément d'éléments, c'est le fait justement d'attendre aussi d'être bousculé par d'autres approches pédagogiques. Un des gros problèmes qu'a la région Bretagne et qu'ont tous les conseils régionaux, c'est d'aller amener les organismes de formation à transformer leur posture, qui est une posture qui est justement extrêmement descendante, basée sur des modèles économiques non plus courts, à savoir vendre du temps, alors que le temps en formation, c'est absolument pas un élément qui a de sens. C'est d'aller dans des logiques où la valeur ajoutée du formateur dans un OF n'est plus dans quel est le savoir que j'ai, que je maîtrise, que j'essaie de garder et que je vais distiller en vendant comme je peux, au contraire, une représentation qui est le savoir, il est partout, mais je suis un expert dans l'accompagnement de l'appropriation. C'est donc des postures qui sont totalement bousculantes et qui sont très très difficiles pour les OF à modifier. C'est ce sur quoi se cassent les dents le conseil régional. Moi j'ai commencé à accompagner les OF en Bretagne dans la transformation des postures sur ce qui s'appelait à l'époque la création des points formation. On était en 94 et en 94 les questions posées par le financeur étaient strictement les mêmes que les questions qui sont posées aujourd'hui dans la transformation des OF. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de techno, c'est bien une question de changement de posture. Et c'est tellement difficile. Puisqu'on ne va pas le changer en interne, eh bien, que les EF aillent se changer aussi en allant se confronter à l'externe et en allant avec des personnes qui sont justement libres de cette manière d'aller se former, avec des lieux dans lesquels on a un public qui est dans une diversité complète, qui va venir ramener encore plus ce sens du besoin d'individualisation, du besoin d'aller au plus près du public et non pas de descendre quelque chose qui est le contenu du programme, qui est l'évaluation par rapport au diplôme et ces choses-là, qui sont des éléments qui correspondent absolument plus du tout à la réalité du public de manière globale. Et donc, apprendre, se confronter à d'autres pratiques pédagogiques, apprendre en allant au sein du tiers-lieu, travailler avec d'autres formateurs, pour que le tiers-lieu soit un lieu d'échange des pratiques pédagogiques. Parce que c'est un des éléments dans la promesse au départ, dans ce qui a été imaginé, c'était de dire que si le tiers-lieu peut devenir un endroit dans lequel vont venir des formateurs de toutes sortes d'organismes de formation, mais aussi des enseignants, mais aussi des gens qui veulent venir parler pédagogie, qui veulent venir vivre et échanger autour de leur pratique, parce que ça n'existe pas, ces lieux-là, qui permettent d'aller s'interroger, alors que tout le monde est là dans des trouilles incroyables, on va me piquer mon boulot, je vaux plus rien, c'est quoi ma place demain dans un OF où tout va être digitalisé? Non, mais... Et ça, le tiers-lieu doit aller amener des cellules de réflexion et d'échange, de développement de ces pratiques pédagogiques pour pouvoir permettre aux EF de passer le cap. Comme tu disais, il y a des chocs, des représentations, il y a des langages, le vocabulaire aussi utilisé qui peut être très différent selon les publics, selon organismes de formation, tiers-lieu, bénévoles. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a peut-être, dans l'idée que tu proposes là, de pouvoir se faire une expérience commune, venez au tiers-lieu ou créons un projet à l'extérieur ou ensemble, peut-être une manière de pouvoir après faire de langage commun après l'expérience, de créer son langage commun après l'expérience. Mais il faut cette création de langage commun. Et ça demande un temps déjà, même avant qu'un projet se mette en place. La définition de ce langage commun, ça peut être excessivement long et c'est toute cette démarche partenariale d'écoute active, d'ouverture qui peut créer des chocs de représentation où il y a besoin de beaucoup de dialogue. Et je pense que ça, c'est encore quelque chose qui est... Merci.
qui est un enjeu, je trouve, pour les tiers-lieux, de cette démarche voilà, de partenariat, d'aller à la rencontre, d'aller animer des espaces où vont se confronter, comme je disais, des représentations, des expériences et de pouvoir en sortir quelque chose de constructif. Complètement. Et pour reprendre, c'était juste pour reprendre ce qu'avait pu mettre en avant Maud de la canopée ce matin. Cette idée, la résultante est très certainement cette hybridation de personnel d'activité, bref, d'hybridation lien. Mais dans une posture d'ouverture. C'est ça. Oui, merci. Du coup, c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire aussi. Moi, je m'appelle Stéphanie Coquillon, je travaille à Film en Bretagne, qui est l'Union des professionnels du visuel, avec notamment une mission de formation, et donc on est organisme de formation. Je suis la coordinatrice pédagogique, et avant j'ai été formatrice. Et c'est vrai que je pense dans cette idée de FinOp et de co-construction, il y a la nécessité pour chaque côté de connaître l'autre aussi. Parce que moi, là, ce que j'ai entendu aujourd'hui sur la formation, parfois, alors peut-être que dans des centres de formation culturelle, on est un peu dans des centres de formation particuliers, mais il y a aussi des choses qui se font dans le sein des organismes de formation, de relations entre pairs, qui existent et qui ont vocation à être améliorées, etc. Mais prendre quand même l'existant de ce qui se passe en formation, puisque la formation continue, enfin la formation professionnelle est très différente de ce qu'on a pu vivre en tant que personne, même jusqu'à l'université. En fait, c'est des méthodes différentes. Et justement, c'est en connaissant aussi cette réalité des organismes de formation que les tiers-lieux vont pouvoir co-construire et qu'on pourra s'entendre aussi, je pense, et pour avancer ensemble et puis créer, quoi. Je me permets juste une intervention pour. Il est -5, il reste 10 minutes. Lequel de vous deux? Allez-y. On va pas perdre ça. Oui, à vous écouter tous les deux, il y a quand même un côté très utopiste. Et en même temps, j'en ai rêvé. Hein. Moi, j'ai beaucoup souffert du système éducatif. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites aux participants, aux stagiaires, on va dire, de choisir sa formation, son formateur, son mode d'apprentissage, d'apprendre à apprendre. Enfin, c'est un rêve éveillé. Donc, finalement, la réalité, elle est où? Tu vois, la réalité, elle est qu'aujourd'hui, aller faire une formation technique, si on ne s'intéresse pas aux compétences transversales, ce que je vais appeler moi les smart skills, les compétences transversales, qui sont les compétences clés de l'employabilité déterminées par l'OCDE. Là, on est dans du réalisme pur et dur de Bruxelles. C'est créativité, communication, coopération, esprit critique, et moi je rajoute apprenance, donc capacité à apprendre, donc redonner aux personnes le goût d'apprendre, et résilience dans le sens être rentrer dans des dispositifs dans lesquels je vais apprendre par l'échec, que je vais apprendre en faisant, donc par l'échec, parce que c'est en faisant où je ne sais pas faire et je me confronte au fur et à mesure à mes difficultés. Ces 6 compétences sont les compétences clés de l'employabilité jusqu'en 2030. Donc aujourd'hui, un organisme de formation ou plutôt n'importe quelle structure, n'importe quel dispositif de formation qui s'intéresse simplement à aller apprendre de la techno à quelqu'un pour qu'il soit compétent. Mais s'il n'a pas ces compétences-là, c'est quelqu'un qui va se faire éjecter du système, éjecter des équipes, éjecter de tout, partout où il ira dire « Regardez, j'ai le diplôme, mais les équipes ne veulent pas de moi, et les gens ne veulent pas de moi, etc. » Donc, mettre ça au cœur en disant que les méthodes pédagogiques doivent développer ces 6 compétences-là, et c'est pas en traitant ça comme des domaines, en disant on va vous faire une formation à la créativité, une formation. Non, c'est parce que toutes les méthodes pédagogiques, les méthodes d'approche de n'importe quel contenu technique doivent en même temps développer ces compétences-là. Et ça, c'est très, très, très pragmatique, etc. Si on ne fait pas ça, on est en train de continuer à alimenter un système totalement dans l'illusion qui produit des gens qui ne travailleront pas dans ce pourquoi on les a formés. Moi, je suis convaincu, mais concrètement, sur le terrain, est-ce que tu l'as vu vivre? Est-ce qu'il y a des bons exemples à suivre? Vous en avez? Oui. Allez-y. Hélène Bourguignon, Madienco, nous on développe l'alimentation durable dans les organisations et donc par exemple on accompagne un centre social. Alors moi je replacerai aussi de la confiance, parce que c'est vraiment aussi la confiance qu'on donne aux gens et à les laisser s'exprimer et laisser faire.
Et par exemple, dans le centre social, on accompagne des personnes qui sont vraiment éloignées de l'emploi. Et ce sont les personnes qui ont construit leur propre parcours. Et on a décidé de tester. Elles voulaient cuisiner et montrer leur savoir-faire autour de la cuisine et de l'alimentation durable du coup. Et on avait la collectivité qui nous a demandé est-ce qu'il y a possibilité d'organiser un service traiteur ou tout ça. Et j'ai demandé aux gens, j'ai écouté, là vous allez servir des élus, est-ce que vous voulez faire ou pas? Est-ce que ça vous tente? Moi je vous fais confiance de toute façon, donc je suis sûre que vous serez capable. Et en fait on a un groupe de 6 personnes qui ont décidé de se lancer, accompagnées du coup par un chef de cuisine, mais qui était là surtout pour coordonner, pour les achats et tout ça. Mais c'est bien les personnes qui ont cuisiné, qui ont fait le service et en fait c'est des personnes qui ne sont pas issues de la restauration, qui ne sont pas issues, mais qui ont toutes leurs compétences culinaires qu'ils font à la maison ou qu'ils font dans le centre social en tant que bénévoles. Et en fait, ils ont été... déjà, c'était formidable. L'expérience a montré que c'était vraiment une réussite. Et surtout, c'est que les personnes elles-mêmes redemandent à recommencer et on trouvait ça hyper enrichissant. Alors déjà, d'être accompagné par un chef de cuisine, parce que c'est la première fois qu'il y avait un chef qui les accompagnait. Et c'est waouh, on a un chef. Mais en plus, ça leur a prouvé la capacité de mener tout un buffet elles-mêmes sans avoir un CAP cuisine ou autre chose. Donc, mais c'est aussi toute la confiance qu'on donne aussi dans la personne. Enfin, je pense que la confiance, c'est une des bases. En fait. Pour prolonger ça, puisque j'accompagne une très grosse organisation, une asso à Marseille qui s'appelle Synergie Family, qui au sein du tiers-lieu L'Épopée a maintenant intégré Meet My Mama pour aller travailler avec les femmes du quartier. On est dans le quartier nord de Marseille, donc des personnes qui n'ont vraiment aucune formation quoi que ce soit, mais qui sont les mères de famille et qui ont une compétence réelle et un savoir-faire. Ils ont intégré dans le tiers-lieu une cuisine de restauration pour le tiers-lieu, et la formation de ces personnes, c'est de leur apprendre les normes, le HACCP, etc., et de leur permettre de devenir auto-entrepreneuses ou créatrices de leur entreprise pour après aller faire de la restauration à domicile, événementielle, etc. Et c'est quelque chose qui fonctionne très 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 bien. Et on part des individus pour lesquels le travail de remise en confiance, de valorisation, de reconnaissance est juste essentiel. Et c'est fabuleux parce que c'est quelque chose qui visuellement, en termes d'effet, de mesure d'impact, c'est juste énorme. Quand on rencontre une difficulté, il y a tout de suite, ce que moi je trouve génial, c'est de se dire vers qui on peut se tourner pour pouvoir affronter cette difficulté. Par exemple, j'ai animé pendant quelques années un réseau de tutorat en milieu rural pour des porteurs de projets qui, pour certains d'entre eux, étaient très abîmés par des burn-out, des échecs professionnels pour eux, qui le vivaient comme ça. Et donc, on les orientait vers des réseaux de tutorat pour des activités qui se disaient en reconversion, du maraîchage. Et donc, on avait devant nous des tuteurs qui disaient « Johanna, là, il y a des personnes qui sont vraiment très abîmées, c'est très difficile, je ne sais pas si le tutorat c'est pour moi, j'ai très envie de transmettre, mais c'est dur, quoi. » Et donc là, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des temps d'échange de pratiques déjà entre tuteurs, et puis on pourrait faire intervenir peut-être une personne sur l'accompagnement psychologique ou la santé mentale, pour essayer de se dire, il y a toujours une solution dans des espaces d'expérimentation où on marche à tâtons, comme tu disais tout à l'heure, on y va au fur et à mesure, on n'a pas de méthode forcément, mais ces relations partenariales, quand elles se tissent, elles peuvent donner quelque chose de très puissant. J'ai beaucoup travaillé en collaboration avec les écoles Freinet. On va fêter l'an prochain le centenaire de Célestin Freinet. Célestin Freinet, c'est la pédagogie active. Célestin Freinet, son outil de travail, c'était l'imprimerie. Mais il n'y a pas plus moderne comme méthode pédagogique à appliquer aujourd'hui, un siècle après, que d'aller mettre en place justement de la formation par les pairs, d'aller mettre en place ce qu'il lui avait mis en place, à savoir de rendre autonomes les enfants ou les individus pour qu'ils puissent apprendre chacun à leur rythme, l'enseignant, le formateur étant dans un rôle d'accompagnement des uns des autres, mais non pas de transmission du contenu.
Et un des moteurs mis en place dans les écoles, c'est la fête la fête des savoirs. Ça s'appelait comme ça dans l'école dans laquelle j'étais, ou avec les arbres des connaissances. Ça fonctionnait comment? Ça fonctionne en disant une fois par mois, il y a un temps où chaque enfant va avoir choisi ce qu'il va apprendre aux autres. Et c'était sous forme de grande kermesse où la moitié des enfants vont animer un atelier d'apprentissage sur tout n'importe quoi. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien sûr du chant, ça peut être de la danse, ça peut être de la cuisine, ça peut être des maths, ça peut être de la BD, de ce qui l'intéresse. C'est renouer avec le fait que tout le monde est en position d'apprendre quelque chose aux autres, que tout le monde est expert dans un domaine sur lequel il peut en apprendre, mais tellement aux autres, et que renouer sur chacun a de la valeur, et on peut apprendre des autres, et chacun peut apprendre aux autres. Ça, c'est une rupture complète de représentation. Si déjà on arrive à mettre cet état d'esprit dans un tiers-lieu, c'est juste on crée les conditions d'apprentissage et vraiment du plaisir à apprendre que tout le monde doit retrouver. Donc, moi, je dis, si on arrive à mettre ça en place symboliquement sur un tiers-lieu, c'est déjà un énorme grand pas au-delà de toute méthode, de tout contenu, de tout partenariat, mais créer cet état d'esprit-là. La bienveillance et le non-jugement au-dessus de tout. Bon, 45 minutes, on l'a vu tout de suite, c'est un défi. L'objectif, c'est de vous donner la parole par rapport aux questionnements que vous pouvez avoir sur cette question de l'innovation dans un tiers-lieu, l'innovation pédagogique dans un tiers-lieu apprenant. Et on va commencer par se présenter pour dire de quel point de vue on parle et vraiment on va repartir vous de là où vous en êtes, des questions qui se posent pour vous. Je vais essayer de vous éclairer. Est-ce que je peux enregistrer? Bien sûr. Ça m'évite de prendre des heures, mais je pourrais Il n'y a pas de problème, mais il n'y a aucun souci. Oui, je suis venue enregistrer. Tu commences par te présenter? Allez. Je commence par me présenter. Alors là, on m'a demandé d'intervenir pour remplacer quelqu'un qui est Anne-Cécile Poilvert, qui est la déléguée générale du Hub EdTech Grand Ouest. Alors, vous n'avez peut-être jamais entendu parler du Hub EdTech Grand Ouest. Qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a été créée maintenant il y a un peu plus de 3 ans et que j'ai créée et j'ai présidé pendant 2 ans. Mais pour vous expliquer ce que c'est cette association, je vais revenir à une autre association que je préside toujours et que j'ai créée, puisque je suis à Rennes, je m'appelle Yannick Rafnel. C'est que, étant dans le monde de l'innovation pédagogique et de l'usage du numérique, on va dire, de manière générale, depuis presque 30 ans, il y a maintenant 6-7 ans, avec un ami qui était le président de la French Tech à Rennes, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose. Que les enseignants du SUP, les formateurs, les responsables d'organismes de formation, il y a 8 ans, on ne parlait pas beaucoup de tiers-lieux, hein, donc ils n'étaient pas présents dans notre préoccupation, mais les financeurs de tout ça, les responsables de formation des entreprises, les gens qui travaillent dans les entreprises qui font des outils de formation, tous ces gens-là ne se croisent jamais. Et les seules réponses qu'il y avait, c'est des salons, mais des salons pour les enseignants, des salons marchands pour les organismes de formation, etc. Et on s'est dit, mais non, tous ces professionnels, tous ces gens ont en commun d'être intéressés par l'innovation pédagogique. Il faut qu'on leur crée un espace d'échange de pratiques pédagogiques. Et ça sera un anti-salon, ça sera un anti-débix. Et on va faire ce qu'on a appelé le Learning Show, en créant une association et en créant un événement une fois par an à Rennes, au mois d'octobre, pour mettre des ateliers immersifs, expérientiels. Chacun des mots étant très important, c'est-à-dire des ateliers de transfert de pratiques pédagogiques d'1h15 sur plein de thèmes. Il y a 800 personnes là, au mois d'octobre à être venues,
il y a eu 65 ateliers différents et des gens qui venaient de toute l'Europe. Mais en même temps, quand on a fait ça, on s'est dit oui, c'est bien, on fait ça pour tout le monde, une fois par an, mais sur un territoire. Les gens ont besoin d'apprendre à travailler ensemble et de partager leurs pratiques sur un territoire tout au long de l'année. Ça, il faudrait qu'on fasse un cluster EdTech Grand Ouest. Alors, on a oublié le mot cluster avec les quelques dernières années. Maintenant, on l'appelle le hub. Le hub EdTech Grand Ouest, que donc j'ai eu l'occasion de créer, qui fonctionne avec une déléguée générale, avec plein d'ateliers de travail qui ont lieu tout au long de l'année sur plein de thématiques différentes. Et en même temps, ces hubs, ils existent en Haute-France, en Normandie, à La Réunion, à Marseille, etc. Voilà. Et sinon, je suis le président de EdTech France. EdTech France, c'est l'association des entrepreneurs de la EdTech. La EdTech, c'est quoi? Ce sont toutes ces entreprises qui travaillent pour faire des outils, des plateformes, des contenus, des dispositifs pour l'éducation, le scolaire, pour l'enseignement supérieur ou pour la formation professionnelle. Donc, je représente les 460 entreprises qui se sont regroupées autour de EdTech France pour aller là aussi développer la filière et pour permettre aussi de créer des consortiums, c'est-à-dire faire que les organismes de formation, les laboratoires de recherche, les entreprises apprennent à travailler ensemble pour pouvoir faire des réponses et monter des projets ensemble. Voilà qui je suis. Leur façon de faire, c'est d'abord d'avoir fait un diagnostic du territoire. Et on a pointé un certain nombre de choses dans le diagnostic du territoire. Moi, je suis arrivée après, j'ai pris connaissance de la restitution du diagnostic de ce territoire. Et puis, on a constaté effectivement de la fracture numérique, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va apporter une formation prépa-clé numérique sur ce territoire. Et on va la co-construire, enfin on va la bidouiller en fait, avec les acteurs du territoire, de quoi ont besoin les personnes, qu'est-ce que nous on peut apporter, et cette action-là, on va la mettre en place. Et déjà, en faisant ça, on va se faire du référentiel commun, déjà l'engager en préparant le projet, parce qu'on va regarder le référentiel ensemble, et puis à la fois, on va dire sur le sourcing aussi, puisque l'association, elle a les contacts avec le territoire. L'organisme de formation, il ne les a pas. Et donc, c'est l'association qui va emmener vers. Et je pense qu'il faut faire des choses et tester des choses. Ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, on voit comment on réajuste ou on abandonne. Encore une fois, on est dans la même méthode pédagogique qui est d'apprendre en faisant, voilà, qui est le propre même du tiers-lieu aussi. On est sur de l'apprentissage qui se fait en faisant. Donc, mais c'est valable pour les apprenants, c'est valable pour les responsables, c'est valable pour tout le monde. Et quelque part, connaissant bien aussi la façon de fonctionner et d'Olivier et de son équipe, c'est aussi là-dedans, c'est au niveau de la région, c'est faisons ensemble, faisons et soyons capables d'évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et remettons ça sur la table et apprenons à bosser ensemble. De toute façon, cette logique de consortium, elle est fondamentale, elle est clé mais de tous les acteurs. C'est dans la diversité qu'il y a la complémentarité, c'est dans la différence que l'on peut justement sortir de la rigidité dans laquelle on est enfermé de par les contraintes qu'on porte tous, et qu'on peut aller créer des espaces d'innovation, de créativité, et donc c'est un appel d'air à ça aujourd'hui. Et c'est bien parce que tout le monde l'a compris. Moi je suis très heureux parce que c'était une de mes craintes, c'était que cet appel à projet puisse laisser croire à des OF qu'ils allaient pouvoir avoir des annexes de formation dans des endroits. Ça serait la pire des choses. Si on va là-dedans, on passe à côté totalement du projet. Donc c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment un enjeu. Et il faut le remettre, je le remets volontairement dans le cadre de Definum, qui était le projet Definum porté par le gouvernement, c'était comment est-ce qu'on va accélérer la transformation des dispositifs de formation de manière globale. Et d'abord, des acteurs de la formation, c'est-à-dire des OF.
et Acto étant très impliqué là-dedans aussi, et qui se casse les dents pour pouvoir aller faire que les choses changent. C'est bien en allant aussi à l'extérieur, c'est en allant en dehors des cadres préétablis qu'on peut aller se donner un espace de liberté pour fonctionner autrement, et qui par ricochet va permettre d'aller générer des pratiques nouvelles, des cultures nouvelles pour faire pour tout le monde. Et ce qui est important, c'est que les compétences clés en termes de place dans la société, de place dans les espaces de travail, elles ne se situent pas au niveau des compétences techniques, elles se placent sur les compétences transversales, ces compétences mais absolument clés de la créativité, la communication, la coopération, l'esprit critique, la capacité à apprendre et la capacité à supporter en termes de résilience justement des situations d'apprendre en faisant, donc d'échecs, ces compétences clés telles et identifiées comme telles par l'OCDE comme étant les compétences clés de l'employabilité, mais ça va au-delà de l'employabilité, c'est dans cette capacité à être avec les autres. Ça, ces compétences, comment est-ce qu'on les adresse aujourd'hui? Ce n'est pas au travers de formations techniques pointues, ce qu'on appelle les hard skills, compétences techniques pures, c'est justement au travers de dispositifs qui s'intéressent à l'individu, qui s'intéressent, y compris avec une pédagogie active dans laquelle on va, en même temps qu'on forme à quoi que ce soit, retravailler la confiance de la personne, retravailler sa capacité à communiquer, à coopérer, développer l'esprit critique. Et je te suis par rapport au bot et tout ça. Il y a là le grand sujet aujourd'hui, il y a depuis 1 mois et demi, mais qui va être une avalanche et qui va vraiment nous bousculer tous acteurs de la formation. C'est les bots d'intelligence artificielle qui sont vraiment une vague, mais c'est un tsunami qui est en train de nous tomber dessus. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se positionner par rapport à ça? Résister, on ne peut pas, parce que de toute façon, ça va être là. Mais d'aller construire des nouvelles compétences dans toutes les organisations pour pouvoir se protéger de ça, bon, tout ça, c'est des vraies clés. Et il me semble que ces tiers-lieux dans cet espace, puisqu'on est en train de parler des FINOV, ont une vraie opportunité pour pouvoir monter en puissance dans la place au niveau de la société pour faire quelque chose là-dessus. Et de manière affranchie des contenus, des diplômes, de tout ce qui peut être de l'ordre des organismes de formation, en travaillant avec les OF, mais il y a cette liberté-là sur laquelle ils peuvent intervenir de manière intéressante. J'ai vu dans la présentation de Definov, voilà, cette condition d'avoir des espaces inclusifs. Moi, ce que ça me fait, ce qui me questionne, c'est effectivement de me dire, effectivement, les tiers-lieux apprenants, ce sont d'abord des espaces d'accueil. Des espaces d'accueil où on ne regarde pas les conditions de la personne, comment elle arrive, quel est son statut social, on ne lui fait pas un check de voilà, sa vie maritale, avec combien d'enfants elle arrive, elle fait. Je pense qu'effectivement, le fait d'entrer dans une logique d'entrer dans l'univers de la formation va peut-être bousculer cette approche d'ouverture complète. Et je pense qu'il est important de pouvoir définir avec vos partenaires, OF, acteurs de la formation, ce positionnement que vous pouvez avoir sur l'accueil et l'accompagnement des personnes au sein de votre lieu. Celui-ci ne se fait peut-être pas avec des conditions. Et je pense que c'est important de pouvoir préserver ou en tout cas de vous affirmer dans votre charte d'accueil et d'animation, de relation entre les participants. Moi j'avais juste une question par rapport au titre de l'atelier qui était Innover en formation. Et l'innovation, est-ce qu'elle peut aussi en formation, est-ce qu'elle peut passer aussi par de nouveaux outils? Alors je pensais qu'on allait un petit peu l'aborder justement. On n'en a pas parlé, on a parlé dans le groupe d'avant, en fait. C'est vrai que là, sur d'autres directions. Alors là encore une fois, oui évidemment, le réflexe souvent des décideurs, des financeurs, est de penser que l'innovation va venir des outils.
c'est quelque chose qui s'est énormément fait, la plupart du temps avec des échecs vraiment faramineux, dans le sens où les outils ne sont pas porteurs en soi d'innovation, c'est l'usage des outils qui est porteur d'innovation. On est bien d'accord. Je me suis mal exprimé, mais voilà. Non, mais en utilisant mais des outils un peu plus tiens à le redire de manière très importante, parce que oui, il y a énormément, et là je reprends ma casquette de président de Tech France, énormément d'outils qui peuvent être extrêmement utiles sur des pratiques pédagogiques, au service de pratiques pédagogiques. Mais pour travailler depuis 30 ans dans le domaine, je vois énormément d'équipes pédagogiques ou de direction qui pensent que d'avoir acheté des outils, de s'être équipé, va permettre d'aller utiliser le côté magique de l'outil. Il n'y a pas d'outil magique. Et il n'y a pas, par exemple, allez, prenons un exemple. La réalité virtuelle, fantastique outil pour aller travailler sur des compétences transversales, fantastique outil pour pouvoir aller travailler sur des métiers, sur des gestes techniques, sur des, avec la puissance de la simulation au plus près de la réalité de travail. Pour travailler avec des casques de réalité virtuelle, il n'y a pas besoin de prévoir un casque par individu. C'est un travail, et ça ne se fait pas en stand-alone. Ça veut dire que c'est pas, on ne dit pas prenez vos casques, vous vous formez, vous avez maintenant un quart d'heure, une demi-heure ou une heure pour vous former. Ça ne se passe pas comme ça. Travailler avec un casque, avec toute la puissance d'un casque de réalité virtuelle, c'est pour un formateur le fait, comme il ferait par exemple un travail de prise de parole en public, où on va au fur et à mesure faire travailler un des membres du groupe avec le reste du groupe, et où le formateur va pouvoir aller intervenir, conseiller, débriefer, et ça va bénéficier au reste du groupe, où chacun va tour à tour aller. Ça va se passer exactement de la même manière sur la réalité virtuelle. Autrement dit, penser la réalité virtuelle comme il faut aller équiper des endroits en mettant des palanquets de casques pour que les gens puissent se former, ce n'est surtout pas ça, en aucun cas. Plus on va utiliser le digital, plus la place du formateur est essentielle, différente de la formation présentielle classique, mais absolument essentielle. Je redonne un autre élément fondamental, puisque oui, aller chacun à son rythme, et quand Célestin Freinet faisait travailler les enfants il y a un siècle avec des fichiers autocorrectifs, il avait composé des fichiers autocorrectifs sous forme de fiches de texte pour pouvoir se libérer sa disponibilité, pour pouvoir aller accompagner. Et parce qu'il met en place une pédagogie active où l'enfant qui a fini va aller aider l'autre qui est en difficulté, où on est vraiment dans cette solidarité, et où l'aspect technique qui est utilisé va permettre à l'accompagnateur, à l'enseignant, d'aller donner le meilleur qu'il a donné, c'est-à-dire non plus transmettre, mais accompagner l'humain. Eh bien, le digital peut faire la même chose aujourd'hui, un siècle après, à condition que l'humain soit repositionné là où il va donner sa plus grande valeur ajoutée, c'est-à-dire accompagner les individus, amener les échanges des uns avec les autres, parce que nous avons besoin des autres pour pouvoir apprendre. On n'apprend pas seul. Seulement 5% de la population est équipée pour apprendre seul. Ça concerne une ultra minorité, et nous, ce qui nous intéresse, c'est les autres. Et les autres, ça passe justement par des outils qui peuvent être au service d'une autre pédagogie pour aller dans cette innovation des pratiques. C'est là où se passe la clé. Et on est bien dans des outils technologiques au service de pratiques pédagogiques innovantes, et surtout pas à l'inverse. Et là-dessus, il y a des champs inouïs qui sont ouverts. Sur la lutte contre toutes les dyspraxies, il y a des outils fantastiques qui permettent maintenant à des personnes totalement dyspraxiques de pouvoir aller lire, d'aller pouvoir écrire, de pouvoir avoir un rapport au contenu de manière extrêmement plus puissante. Les sciences cognitives, le fruit des sciences cognitives permettent maintenant d'aller amener plein de méthodes qui permettent aux personnes de mieux maîtriser la mémorisation et d'aller dans la résolution de problèmes complexes. Il y a énormément de choses qui sont apportées par la techno, mais c'est vraiment au service des formateurs, au service des acteurs de la formation, et non pas en termes de remplacement. Et là-dessus, voilà,
je ne peux que vous inviter à venir au Learning Show, participer aux ateliers de pratique et d'échange qui sont basés là-dessus. Et c'est ce qu'il faut réussir, me semble-t-il, à faire sur les tiers-lieux. Tu veux réagir? Justement, là, sur ces nouvelles technologies, ces technologies immersives, etc. C'est un des axes dans l'appel à projet de l'EFINOV, de favoriser ces nouvelles... mais comment on fait le lien avec les tiers-lieux? Parce que la majorité des tiers-lieux, a priori, qui sont présents ici, peut-être à part certains Fab Labs qui peuvent être assez pointus, sont pas du tout outillés pour ça, et au contraire sont plus dans une logique, comme on le développait depuis tout à l'heure, de lien social, de pouvoir être au contact de public, etc. J'ai du mal à... L'appel à projet fait assez sens, mais j'ai du mal à comprendre ce bloc-là dans l'appel à projet. Je prends juste l'illustration d'une équipe que je connais bien et j'accompagne depuis quelques années. C'est pas en Bretagne, c'est à Marseille, c'est l'Épopée Village, où ils ont développé ce qu'ils appellent l'ingénierie du prétexte. Ils sont dans les quartiers nord de Marseille et ils disent les mômes, parce que là on parle à chaque fois d'adultes, moi j'ai quasiment pas entendu parler d'enfants, hein, j'ai assez étonné. Les mômes sont dans une rupture, mais tellement forte que on peut leur amener des formations avec de l'emploi derrière, mais ils sont tellement éloignés de ça que donc l'ingénierie du prétexte, c'est d'aller au pied des immeubles, d'aller dans les immeubles, d'aller dans la culture de la vie, là où sont les mômes, pour dire on peut les raccrocher au travers du sport, de la musique et du e-sport. Et ils ont développé au sein de l'Épopée une équipe professionnelle de e-sport. Et en ramenant ces prétextes-là, ils vont chercher des personnes qui ramènent au fait d'avoir envie de se lever, d'aller faire quelque chose avec les autres, d'apprendre des règles et d'avoir envie de faire partie d'une structure sociale qui après permet d'aller penser, imaginer, tiens, pourquoi pas aller me professionnaliser dans quelque chose, me former et reprendre pied dans la société. Et donc eux, c'est autour du jeu vidéo. Donc le e-sport, c'est le jeu vidéo, d'accord ? Et donc ils ont équipé des salles, tout un tas d'éléments. Mais dans ce tiers-lieu, ils ont beaucoup investi sur ce côté-là en disant, pour aller raccrocher aussi des mômes qui sont en déshérence totale, il faut qu'on aille les chercher sur les seules choses qui puissent les faire vibrer. Puisque ça les fait vibrer, sachons l'utiliser. C'est juste un prétexte, c'est un élément, c'est pas un moyen, plutôt, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen uniquement. C'est juste un exemple. Mais c'est comment, du coup, je pense que les gens se posent la question en disant, est-ce que je dois à un moment donné cocher aussi, on parle depuis ce matin de cocher des cases, est-ce que je dois à un moment aussi cocher cette case-là? Moi, je peux encore vous dire. C'est comment, parce qu'on parle d'innovation, l'innovation elle peut se faire à plein d'autres niveaux. Mais là on est sur l'innovation. Non, mais oui, mais là c'est bien, bien sûr que l'innovation peut se faire à plein de niveaux, carrément. Je crois qu'il y a deux choses à voir, c'est le numérique et l'innovation. Deux choses différentes. Tout à fait. Et le numérique, s'appuyer sur le numérique, et en plus de s'appuyer sur le numérique, il y a de l'innovation à mettre en place et à imaginer avec les OF, etc. Ils vous parlez tous d'OF, là, moi je comprends pas. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour les tiers-lieux, mais moi, vous voyez, moi je suis un EPN, un espace public numérique qui est un tiers-lieu en soi, puisqu'il y a vie, puisqu'on fait des choses. Là, moi quand je vois OF, moi je vois coût. Moi, il n'y a pas de coût. Concrètement, pour moi, dès qu'il y a un coût, c'est un frein. Donc déjà, il y a un problème en soi. Et je rebondis sur ce que tu disais. Tu peux m'appeler, moi, en tant qu'EPN, venir dans ton tiers-lieu. Moi, je viens avec mon matos, faire une démo d'impression 3D ou de réalité virtuelle, parce qu'on a investi, parce qu'on est dans ce truc-là. Sans pour autant que toi, tu investisses. Tu amènes un prestataire ou quelqu'un, une autre entité. Mais toi, tu peux être considéré, entre guillemets, comme tiers-lieu. Et en fait, c'est associé, mais moi, pareil, je suis un Fab Lab, je ne vais pas répondre toute seule à des FINOV. Par contre, à un moment donné, est-ce que je peux être utile dans l'apprentissage et dans une nouvelle forme d'apprentissage? Sans pour autant prendre un OF, c'est ça que je veux dire. On prend quelqu'un qui a une il faudra qu'on en ait un quand même pour répondre. Et voilà. Tu n'es pas obligé, de toute façon, tu peux faire de la formation sans passer par un OF.
Non, j'entends bien. Voilà. Mais voilà, vous Mais- parlez mais tous de ça c'est- alors qu'il y a des c'est- gens qui ont des Parce que c'est projets. l'obligation. Oui, j'entends bien. Parce que c'est l'obligation. Faut savoir. Après, moi, je me pose une autre question, mais c'est un autre. Enfin, il y a des complétudes qui existent sur le territoire aussi. Des formations peuvent être données sur du numérique par un médiateur numérique, un conseiller numérique, et la personne peut trouver un prolongement pour faire plus d'heures dans un organisme de formation où la formation est prise en charge par le conseil régional sur le dispositif Prepaclé. Donc il y a déjà des complétudes qui se font. Voilà. Donc c'est d'aller les uns vers les autres, de nous faire connaître, voir comment on peut travailler ensemble. Par exemple, vous êtes où? Moi, je suis à Quimper. Bienvenue. Bonjour, donc je suis Cécile Roudy-Leroux et je suis chargée de promotion et d'animation du parc technologique de Soie à Pleumeur, enfin sur Lorient, et je m'occupe en particulier du Fab Lab du Pays de Lorient, d'où l'intérêt de cet atelier autour de l'innovation en formation, puisque voilà, j'avais envie de savoir si les organismes de formation pouvaient être intéressés pour venir découvrir le Fab Lab, amener les stagiaires, les apprenants à découvrir les outils numériques et voir comment en effet on peut travailler ensemble et mutualiser nos outils, nos compétences, nos réseaux. Je suis Quentin Gauthier, je travaille au Petit Débrouillard Grand Ouest en tant que responsable secteur sur les départements du Finistère et du Morbihan. Nous avons 5 antennes locales à Brest, Quimper, Lorient-Vannes et Roscoff. Les outils, notamment numériques, sont très importants dans la réussite des apprentissages, mais il faut bien se rendre compte que c'est un outil et qui ne remplace pas le contenu, etc. On ne peut pas transformer un contenu existant par tiens, il y a une nouvelle technologie, je vais l'adapter en utilisant cet outil. Il faut le penser en fonction de ce à quoi on veut former, avec qui on le fait, dans un cadre évolutif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une évaluation qui est faite pour améliorer le dispositif, etc. Donc il sert vraiment de moyens. Je suis Marina Lyon, je suis coordinatrice du réseau des structures de proximité emploi formation sur la région Bretagne. Donc c'est une association qui fédère toutes les structures emploi formation, insertion et accès aux droits sur les territoires ruraux et en périphérie des agglomérations et métropoles. Je pense que EdTech aujourd'hui a une vision sur l'innovation autour de l'éducation à travers des outils, à travers des accompagnements. Donc sur les territoires ruraux, je pense que aussi EdTech a cette capacité à mieux travailler avec les territoires et surtout des tiers-lieux, donc des structures qu'on peut retrouver nous aussi chez nos adhérents. Pour vraiment travailler avec EdTech dans le cadre de notre réseau et avec les structures que je représente sur ces territoires ruraux ou périurbaines, il faut d'abord qu'on développe cette interconnaissance. Elle me paraît nécessaire puisque voilà, on travaille les uns à côté des autres et surtout voilà, on a des cultures différentes.